retour au festival Building Beyond de cette première journée, 13 mai. On est là jusqu'au 15 mai, 13, 14, 15, sur cette thématique des ressources. Aujourd'hui, on explore le premier verbe d'action qu'on a choisi, celui de la prolongation des ressources, prolonger les ressources, notamment par le biais de l'économie circulaire. Et on va l'aborder maintenant sous le prisme de la qualité des logements et la manière dont on peut la combiner avec l'économie circulaire. Et je vais donc appeler Lola Davidson, directrice du programme Engagé pour la qualité des logements de demain, qui va animer cette session. Merci Lola. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à Léonard pour cette invitation et pouvoir parler du sujet des ressources au prisme de l'habité et de la qualité du logement qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, plus au centre. Je vais quand même rester là parce qu'après il y a les... Bon, du coup, sans plus attendre, je vais quand même inviter nos panélistes à venir me rejoindre. Donc, Michalis Montarnier, qui est architecte associé chez Keno Architectes. Voilà. Enfin, non, parce qu'après, là, c'est hors champ. Flore Scherer, qui est responsable de la mission Lab et stratégie urbaine de Bordeaux Métropole. Franck Ferrier, qui est associé à l'atelier Cambium, qui est aussi une agence d'architecture qui est basée à Paris et Bordeaux. Et Jean-Émeric Monceau, qui est directeur des transitions et de l'innovation à l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique. Donc, vous pouvez vous asseoir. C'est très protocolaire. Donc vous aurez tout de suite remarqué un petit focus régional sur le territoire de Bordeaux Métropole. Peut-être avant de nous plonger vers ce territoire, vous présenter en quelques mots le programme Engagé pour la qualité du logement de demain et les questions qu'on se pose dans ce programme et qu'est-ce qui nous relie à cette dimension de territoire et d'économie circulaire. Donc, le programme Engagé pour la qualité du logement de demain, c'est un programme qui est issu d'un appel à manifestation d'intérêt, donc qui questionne la qualité du logement, comme son nom l'indique, et qui a été lancé par le ministère de la Culture et le ministère du Logement en 2021 pour questionner les modes de production du logement en se centrant sur une question de qualité d'usage et de qualité architecturale. Donc, comment aujourd'hui on peut produire un logement adapté aux usages d'aujourd'hui et de demain, mais aussi en questionnant les processus constructifs, aussi bien en construction neuve qu'en réhabilitation, et évidemment en se posant la question de la maîtrise des coûts et du logement abordable. Et donc dans ce cadre, 97 projets ont été sélectionnés et sont donc lauréats du programme et avancent sur leur processus opérationnel depuis 2022. Et évidemment, dans la question de comment répondre aux défis climatiques et à la transition écologique, une bonne partie de ces projets se questionnent sur la manière de réemployer les ressources, de s'appuyer sur l'existant, d'identifier des gisements locaux pour pouvoir construire et réhabiliter. Et en regardant de plus près ces approches-là, on a tout de suite identifié des sujets qui étaient liés à la gouvernance territoriale, parce que aller chercher de la ressource localement, c'est aussi, et on va le voir tout de suite, une question d'alignement d'acteurs, d'identification de gisements, de disciplines multiples qui se mettent autour de la table pour, in fine, produire une opération de logement aussi bien, encore une fois, en construction neuve qu'en réhabilitation. Et donc, vous avez là, devant vous, des acteurs, donc aussi bien de collectivités locales, d'aménageurs et d'architectes qui, dans le cadre de ce programme, se sont mis autour de la table pour réfléchir à partir d'un projet de logement et de comment habiter mieux demain, ont posé beaucoup de questions sur la ressource et la structuration du coup de filières. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Michalis Montarnier qui, dans le cadre d'un projet à Lormont, a initié, en tout cas au travers de ce projet, une réflexion qui était très locale sur la construction en terre crue et qui a fait se poser plein d'autres questions qu'on verra ensuite par la suite sur l'ensemble du périmètre de Bordeaux Métropole.
Alors normalement, on a une petite zappette. Merci Lola. Voilà. Dites-nous un peu comment est né ce projet et comment le sujet de la terre crue est arrivé sur la table. Voilà, ça c'est bon. Alors, sur le projet qu'on mène dans le cadre de ce programme engagé pour la qualité du logement de demain, on est sur un territoire, comme ça a été rappelé, sur la métropole de Bordeaux, mais spécifiquement sur la rive droite de la métropole bordelaise, qui constitue ce que vous voyez à droite sur l'écran, 4 communes qui géographiquement sont donc en périphérie de Bordeaux et qui, donc du nord au sud, Bassins, Lormont, Senon et Florac, ont des problématiques communes. Territorialement, donc, on est sur 30 km², et on a aussi une population qui est accueillie sur ce territoire-là qui est assez fragile. Paradoxalement, c'est un territoire qui est aussi très attractif parce qu'il nous reste beaucoup de fonciers qui sont artificialisés sur lesquels on peut construire. Et on a aussi un réseau de parcs existant qui est tout à fait exceptionnel à l'échelle de la métropole. Donc ce territoire-là de projet, nous on l'a connu par le projet Europan qu'on a présenté puis remporté sur le site de Bassins, et ce qui nous a amené après à nous questionner sur le sol sur lequel on marche, l'air qu'on respire, et tous ces aspects qui font le milieu dans lequel on évolue, et qui aujourd'hui nous amène à modifier notre façon de faire de l'architecture, notre façon aussi de faire projet quand on a la possibilité de construire. Donc on a imaginé un projet de territoire transversalement sur ces 4 communes, en regardant avec les collectivités qui sont déjà très engagées sur ces thématiques de transition écologique. On a regardé ensemble où étaient les flux entrants et les flux sortants sur cette petite parcelle de métropole, parce qu'on est sur... vous voyez que Bordeaux, mais la métropole bordelaise, c'est 28 communes. Flore le rappellera. Donc on est vraiment sur une expérimentation très très ciblée. Mais déjà, ce territoire-là, on se rend compte qu'à cette échelle, on a 345 000 tonnes de terre excavée, qui représente à peu près 60% de tout ce qu'on va avoir en flux sortant du territoire. Et ces 345 000 tonnes, il n'y en a qu'une toute petite partie qui aujourd'hui doit être revalorisée. Donc, en partant de ce constat-là, on a cherché avec différents acteurs, donc le GIP Grand Projet de Ville Rive Droite, à voir comment on pouvait le réintégrer dans le système urbain et à voir comment on pouvait capter cette matière pour vraiment faire une ressource constructive qui soit locale et qui justement nous permette d'avoir un logement qui réponde à un aspect local. Et on est sur un territoire aujourd'hui qui est avec des prix bas. Donc une standardisation du logement qui a fait qu'on a du mal à proposer quelque chose de différent. On est sur des logements qui sont assez, on va dire, qui sont pas très intéressants. Voilà. Donc on a amené cette réflexion un peu plus loin et en essayant de regarder les différents gisements, on s'est rapproché de l'EPR Atlantique qui a la petite tache à l'échelle de l'écran que vous voyez là, qui est cette tache marron. Et ça, c'est, on va dire, le gisement qu'on a identifié, un gisement homogène de 40 000 tonnes d'argile et qui représente, à l'échelle d'une métropole comme Bordeaux, à peu près 4 à 5 ans de construction en terre, si on arrivait à construire tous les logements en terre. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de terre. Donc sur le site, je vais passer la parole à Jean-Aymeric, qui nous a rejoint un peu plus tard dans le positionnement du projet, mais qui est quand même à la base de la ressource. Merci. Alors merci de l'invitation et puis merci de m'avoir invité au projet. C'est ce que j'allais commencer par là. On a pris le bateau en route. Comme vous l'avez vu sur la carte précédente, on est au sud en fait du projet récepteur sur l'opération internationale. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est une des plus grandes opérations d'aménagement urbain en France, puisque l'opération fait 738 hectares et au sein desquels il y a environ 400 hectares qui seront aménagés à terme. Et donc, on avait la chance d'avoir des relations quand même assez régulières avec le GPV de la rive droite, donc qui a pensé à nous justement pour
pour trouver des gisements. Alors, nous, on avait quand même une antériorité sur les terres. On est sur un site artificialisé, pollué, inondable. Voilà, tout un tas de raisons pour faire attention à la ressource qui était sous nos pieds. Et donc, avec, depuis l'origine, une vraie stratégie de réemploi des terres, principalement pour nos propres opérations, donc en conception, avec un certain nombre de plateformes pour réemployer. Et puis, dernièrement, cette stratégie de réemploi, elle s'est couplée aussi à une stratégie de valorisation pour fabriquer de la terre végétale. Les réflexions sur les matériaux aussi qu'on pouvait avoir avec ces terres-là. Et puis, aussi, on a quand même regardé en carbone, parce qu'au début, c'est beaucoup une question de coût quand même, hein, cette question de réemploi des terres. Sur un aménageur comme nous, en centre urbain, en fait, les terres excavées, c'est un des gains majeurs qu'on peut avoir dans un projet urbain. On l'oublie souvent, mais ça en fait partie quand on est en capacité de l'éviter et bien évidemment de le réemployer. Donc le GPV nous sollicite, on fait plusieurs sondages à divers endroits de l'OIN, y compris en rive gauche, puisqu'on est de part et d'autre de la Garonne, et on tombe sur ce sondage-là qui, première petite étape à passer, c'était quand même celui qui réunissait l'ensemble des paramètres qui permettaient de l'exploiter. Il y avait la question de la disponibilité, donc ça veut dire le volume, la qualité, alors de l'argile en elle-même, mais aussi par rapport à l'absence de pollution. Il y avait aussi bien évidemment le planning de disponibilité de cette ressource, parce qu'on pouvait en avoir qui convenaient, mais qui arrivaient trop tôt ou trop tard. Voilà, donc c'est sur ce projet-là qu'on a trouvé. Donc tu as donné quelques chiffres, c'est donc un projet de trémie, les travaux ont commencé sous les voies ferrées. On doit en faire 2, puisqu'en fait sur 2 km, cette voie ferrée séparait le nord et le sud de la rive droite sans franchissement. Et donc, il y a, alors tu as dit 40 000, moi j'avais 28 000 tonnes, enfin 40 000 tonnes de déblai sans doute, mais 28 000 tonnes d'argile, je crois que c'est ça, sur ce site. Et donc, on a prévu dans les offres la capacité de pouvoir, pas l'évacuer en filière classique, mais l'évacuer vers un industriel pour de la fabrication de terre crue, pour le projet de Lormont de logement. Pour l'instant, on a convenu, alors rien n'est contractualisé, mais on a convenu qu'on pourrait en réutiliser 6 000 tonnes. 6 000 tonnes, c'est donc un quart à peu près de la ressource qu'on a. Donc on se dit que c'est pas génial, sauf qu'aujourd'hui, ça représente, c'est le seul industriel du secteur, ça représente 3 années de chiffre d'affaires pour lui, en sachant qu'il a, lui, sa propre ressource qui vient pelleter une à 2 fois par an, donc il n'a pas vraiment de sujet de ressources, quoi. Donc là, c'est un peu un partenariat où tout le monde essaye d'aller dans le bon sens. On parlait de coalition tout à l'heure, on est vraiment là-dedans pour avoir une démarche d'économie circulaire intéressante. Et sachant qu'on n'y gagne rien aussi, puisqu'en termes de prix, ça n'a aucune différence avec l'évacuation dans les filières classiques. Voilà, donc avant de laisser la parole, juste pour vous dire quand même quelques sujets en cours. Donc on est en cours de prototypage à partir de premiers échantillons. Peut-être on peut passer là. Ouais, voilà. On a escavé quelques mètres cubes pour faire du prototypage après avoir fait une première étape de caractérisation. L'image est pas mal quand même parce que on voit qu'on est dans le chantier. Donc on est dans cette phase-là qu'on a en fait mutualisé avec la dépollution. On est aussi dans le cadre de la préparation du chantier aussi en définition du process parce que les argiles, il faut pouvoir les mettre dans des bennes propres pour pas que ça se mélange. Il faut pouvoir les stocker pour les faire sécher. Surtout que le planning, il ne correspond pas tout à fait à ce que voudrait l'industriel, puisqu'on va plutôt être sur de l'excavation en hiver. Voilà. Pluvieux à Bordeaux. Et puis, bien évidemment, sur la question des volumes, ça pose aussi la question des débouchés. Donc nous aussi, à l'EPA, donc on est à l'origine de la ressource, mais il y a aussi des projets de construction. Comment on arrive à offrir des débouchés pour boucler la boucle. Voilà. Justement, alors peut-être avant de revenir sur la question du matériau, des tests, etc., c'est
ce que vous disiez sur 28 000 tonnes versus là aujourd'hui, on va en sortir 6 000, c'est un peu un amorçage de structuration de la filière. Vous êtes un acteur public, Bordeaux Métropole aussi. C'est aussi le sujet aujourd'hui que moi j'aimerais bien aussi qu'on aborde, c'est quelle prise de risque pour les différents acteurs pour lancer ces filières-là qui sont pas forcément autoportantes dès le début. Là, vous disiez il y a un seul industriel, donc on reviendra après évidemment sur la finalité, le logement, la qualité du logement, etc. Mais voilà, je voulais peut-être passer la parole à Flore sur l'acteur public. Alors, on a un risque qui est mesuré, puisque l'objectif, c'est quand même de bien mesurer nos risques. Donc, il est financier, puisqu'on a un soutien financier en complément de ce que peut apporter d'autres modes de financement dont tu parleras peut-être, Michaëlis. Et puis, on a quelque chose qui est plus simple pour nous, qui est effectivement... alors, il y a le portage politique. Pour l'instant, comme ça reste effectivement limité et que ça fait partie quand même des filières qui peuvent qui permettent une diversification des réponses et des solutions par rapport aux ambitions bas carbone de la métropole, c'est forcément intéressant pour nous. Et puis, en matière de communication aussi, on verra, mais c'est plutôt quelque chose, un risque positif, on va dire, puisqu'on est sur un secteur qui a un grand changement. Il y a le PA, mais il n'y a pas que le PA sur ce secteur en matière d'opération d'aménagement, et qui est effectivement un secteur avec des terres polluées. Et pouvoir avoir une valorisation positive de l'usage de ces terres polluées et non pas une image négative comme on peut souvent avoir, c'est aussi un risque plutôt intéressant à prendre. Voilà. Oui, alors du coup j'en reviens en précédent à la matière. Alors juste pour être clair, la matière qu'on utilise pour transformer ces argiles excavées en matériaux de construction, cette matière-là n'est pas polluée. Par contre, pour les strates de sol qui sont de 0 à 3 mètres, là, on a de la pollution résiduelle qui vient des activités humaines passées. Donc cette partie-là, elle n'est pas utilisée pour des techniques constructives, elle est utilisée plutôt pour de l'amendement ou pour des cultures végétales ou des parcs au sein de la rive droite. Donc la question que nous on se pose, c'est comment on arrive à passer de cette matière-là que vous voyez dans les mains, qui est vraiment extraite le jour même, à ces briques-là. Donc en fait, on s'est rendu compte que c'était pas si simple. C'est pas si simple parce que c'est une carrière naturelle, donc il faut qu'on démontre la validité du processus et puis la validité aussi de, comme le disait Jean-Aymeric, de cette qualité d'argile et aussi de la qualité des matériaux qui pourraient se trouver à l'intérieur, dont les polluants. Donc ça, on a des études assez poussées qui nous permettent de le démontrer. Et ensuite, il faut qu'on arrive techniquement à transformer ça en ça. Et c'est là où on a des acteurs qui nous ont rejoints et qui étaient là aussi depuis le départ, donc pour transformer ce déchet, puisqu'aujourd'hui c'est un déchet, en ressource, et pouvoir le mettre en œuvre et ensuite arriver à le démocratiser, en tout cas à le valoriser à une échelle plus importante que des briques ou juste un bâtiment. Donc vous voyez, là on est sur une échelle de 8 à 10 km, la ressource est en bas, l'application de cette ressource par un bâtiment est en haut, donc on a 10 km, et tout le processus c'est de savoir comment on va passer de l'un à l'autre et comment on va transformer ce déchet en ressource. Donc vous voyez des acteurs publics, la métropole, la ville de Lormont, la FAB ou le PA, et des acteurs privés de recherche, des instituts de recherche aussi, et des industriels, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et puis nous, architectes, avec également des bureaux d'études. Donc notre processus, c'est de se dire, par phase, on va aller pas à pas pour démontrer la validité de l'expérimentation et ensuite le construire. Donc passer de ces argiles à des essais en laboratoire, à du prototypage, et après à ces fameux ATEX qui nous permettent de sortir des pratiques courantes
et de démontrer la validité de notre proposition. Dans ce cas-là, nous, le projet architectural, en tout cas la volonté architecturale, c'est de s'adapter à la ressource. On va faire un bâtiment en considérant la ressource et pas le contraire. Et aujourd'hui, cette argile-là, elle ne nous permet pas de porter, donc on ne peut pas l'utiliser en porteur si on ne la stabilise pas. Donc on va l'utiliser d'une autre façon, avec des techniques constructives adaptées, c'est-à-dire, dans notre cas, de la terre allégée projetée et de la brique de terre extrudée qui sera utilisée pour du remplissage et du complément d'isolation. Et ces deux techniques qui sont utilisées font l'objet d'ATEX, qui sont portés par des industriels et vont faire l'objet après, vont être mis en œuvre dans des logements portés par un bailleur. Et ensuite, une fois qu'on a démontré la validité sur un bâtiment, l'idée c'est de ne pas s'arrêter là à l'opération symbole, mais d'aller plus loin et puis l'utiliser sur du logement, mais aussi sur des équipements, et d'arriver à avoir une vraie filière métropolitaine. Et donc pour ça, je ne m'étale pas plus longtemps, mais pour ça, c'est la question de ce sol, de se dire qu'aujourd'hui, il est vu comme une surface qui porte nos usages, et qu'en réalité, il faudrait le regarder plutôt en coupe et avoir vraiment un usage, ou en tout cas une revalorisation de ces sols par strate. Comme j'ai dit tout à l'heure, les remblais qui sont partiellement pollués, ils vont avoir un usage en revalorisation différente de ces argiles non inertes et inertes. Et on va réussir petit à petit à revaloriser ces argiles qui auraient dû, dans l'ordre logique des choses, être enfouies quelque part et donc sortir du cycle urbain. Flore, c'est à toi pour la charte métropolitaine. Voilà, alors tout à l'heure, j'étais questionnée sur les risques, mais en fait, c'est des risques souvent qui sont des bénéfices, et là, c'est un vrai bénéfice. Donc, pas trop de risques, parce que voilà, on a un écosystème sur la métropole de bordelaise qui est travaillé depuis un bon moment sur la question de l'innovation. On n'a pas rappelé qu'on avait 12 projets qui étaient lauréats sur la métropole, donc ça montre bien qu'on a un vivier plutôt bon, et un écosystème qui est bon, et on l'a démontré encore dans ce projet-là. Et ça, c'est vraiment un bénéfice important, parce que ça vient effectivement nourrir l'ensemble du territoire. Un projet qui part comme ça, effectivement, d'une idée dans un petit coin, vient finalement irriguer non seulement un système d'acteurs, puisqu'il est effectivement multiple, et donc chacun vient s'enrichir et se gagner en compétences, et en même temps, voilà. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice important pour nous. Ouais. Merci. Effectivement, peut-être rappeler donc 12 projets sur la métropole de Bordeaux, 97 projets, donc c'est des expérimentations, mais effectivement elles ont toutes vocation, et c'est la manière dont tous les porteurs de projets et les groupements se sont positionnés à avoir un enjeu de réplicabilité. On n'est pas là juste pour faire une opération exemplaire sans réfléchir à la manière de la répliquer, au moins sur les méthodes et notamment sur ces questions d'économie circulaire. À l'échelle donc de l'ensemble du territoire français, sur les 97 projets, il y en a 32 qui intègrent une dimension de réemploi en particulier et de recherche de gisements locaux à réemployer. Il y en a 9 qui travaillent sur des questions de terre crue. Alors, comme on est sur des programmes d'expérimentation, c'est beaucoup aussi des techniques non courantes avec des dépôts d'ATEX qui veulent dire aussi une prise de risque pour l'ensemble des maîtrises d'ouvrage, maîtrises d'œuvre, aménageurs quand il y en a, et collectivités sur parfois le calendrier du projet, mais aussi sur les coûts aussi liés à ces expérimentations. Mais c'est aussi le jeu de ce type de programme, de pouvoir voilà, tester des choses. Et on voit qu'à Bordeaux, sur la terre crue, enfin, sur la métropole, avec cette charte, ça permet aussi d'avancer, même si aujourd'hui c'est 6000 tonnes, peut-être demain plus si le stockage est géré. On voulait aussi aborder une autre approche de la prolongation de la ressource, avec une réflexion sur comment aujourd'hui on conçoit pour demain réemployer.
Et donc là, c'est un autre projet qu'on souhaitait vous présenter, qui est localisé à Gradignan, donc toujours sur le territoire de la métropole de Bordeaux, et sur lequel il y a une réflexion sur le réemploi de demain. Et donc je passe la parole à Franck Ferrier, qui est donc l'architecte de ce projet, pour qu'il nous le présente et qu'on puisse continuer cette discussion. On se gardera un temps de questions-réponses un peu commun à la fin. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous, notre projet, c'est un projet plutôt orienté bâtiment, logement, étudiant. En fait, on était déjà préoccupé depuis un petit moment à l'agence par les impacts environnementaux de nos projets. Et lors de la crise du Covid et du confinement, on a été interpellé par le mal-être des étudiants qui étaient enfermés dans leur résidence, parfois un peu anciennes, mais pas tant que ça, quoi, hein, des résidences peut-être des années 80. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on ait une réflexion là-dessus et qu'on puisse mêler à la fois les incidences qu'on peut avoir sur l'environnement dans notre conception et puis aussi sur les aspects sociétaux. Et donc quand l'AMI s'est présentée, c'était l'opportunité pour nous de monter une équipe et de trouver un projet qui réponde un peu à ses envies. Donc on a monté une équipe avec 2 laboratoires, un laboratoire à Bordeaux et un laboratoire à Liège, en Belgique. Et puis une équipe avec un promoteur privé. Et on est allé voir le campus de Bordeaux Sciences Agro, qui a des bâtiments très typiques des années 80, de logements étudiants, type bar, assez disgracieux. Et on s'est dit, il faut, si on veut les convaincre, il faut leur apporter une solution pour valoriser leur foncier, et voilà, pour leurs ressources, quoi, qui est le foncier, et tout en ayant un souci d'artificialiser le moins possible les sols. Donc on a travaillé en volume plutôt qu'en surface. On s'est étalé on s'est étiré vers le haut. Donc on a pensé à une surélévation plutôt que d'aller coloniser des espaces verts qui sont très présents sur le site. Et donc on a commencé cette réflexion et on a identifié donc un bâtiment sujet de notre projet en R+3. Et donc on a conçu dans un premier temps, on s'est dit, bon, ces bâtiments-là, ils existent un peu partout en France, donc il faut que le projet soit réplicable. Donc il faut qu'il soit indépendant structurellement du bâtiment qui est dessous pour qu'on puisse l'adapter à des formes diverses. Il faut qu'il soit indépendant au niveau des fluides aussi, pour qu'on ne soit pas contraint par ce qui est dessous. Et puis au niveau des accès, avec des accès indépendants. Donc on a commencé notre réflexion là-dessus. Et puis après, on s'est dit, voilà, en termes de surélévation, l'idéal c'est quand même de travailler avec le bois, qui est assez léger, si on veut minimiser les coûts, surtout à la fin. Et donc on est allé voir des constructeurs spécialisés en ossature bois pour discuter avec eux, avec leur bureau d'études, pour travailler d'abord sur l'aspect structurel, comment on pouvait réfléchir à quelque chose d'assez sobre, assez simple, assez économe en matière. Et ensuite, on a élaboré notre projet de recherche, donc en concevant ce qu'on appelle un kit of parts. Donc c'est un bien grand mot, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Donc le kit of parts, c'est d'identifier en fait tout ce qu'on va utiliser pour construire. Donc on raisonne d'abord à l'échelle d'une faisabilité. On commence par une faisabilité assez simple. On regarde un peu ce qu'on peut faire en termes de volume, de surface. Et puis ensuite, on commence à définir ce qu'on appelle des systèmes, une échelle de systèmes. Donc les systèmes, pour nous, c'est des murs, c'est des planchers, c'est des gaines techniques. C'est des systèmes qui vont composer le bâtiment. Donc on réfléchit là-dessus, on répertorie. Alors on se dit, voilà, il y a des murs intérieurs avec des portes. Il y en a qui donnent à l'extérieur, ils ont des fenêtres. Il y en a qui sont dans des salles de bain, il y en a qui sont dans des pièces de vie. Et puis en fonction de ça, on élabore une sorte de catalogue de systèmes. Et ensuite, on rentre un peu plus précisément dans ce qu'on voit, qui est le catalogue de composants. Donc, c'est ce qui est à droite. Le mur, il est à gauche. Les composants du mur, ils sont à droite. Donc, il y a une structure bois, il y a un isolant qui compose le mur, il y a une vêture, il y a une porte, il y a une trappe. Il peut y avoir aussi des gaines techniques.
Et ensuite, on répertorie tous ces composants. Et la caractéristique spécifique de notre projet, c'est qu'on va leur faire une sorte de fiche d'identité qu'on appelle un passeport matériaux. Donc ça, c'est l'étape d'après. Le passeport matériaux, voilà, donc à différentes échelles. En fait, on retrouve, alors dans le passeport matériaux, on retrouve des données assez standards, qui sont des données de caractéristiques techniques, on va dire. On peut avoir des quantités, un quantitatif, des choses qu'on peut retrouver quand on dessine sur du BIM, en BIM par exemple. Et nous, on va l'augmenter avec des notions de démontabilité, de réutilisation, de fin de vie, pour en fait raisonner vraiment sur du long terme et sur l'impact qu'on peut avoir sur 10, 20, 30 ans, si on fait évoluer le bâtiment, si on le modifie, comment ça se passe. Voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a toute cette liste, on obtient notre kit of part, donc c'est ce qu'on a après. Voilà, donc là on retrouve un peu voilà, l'ensemble des systèmes, l'ensemble des composants. Et ensuite, on a travaillé aussi à l'élaboration d'un configurateur numérique génératif, c'est-à-dire que ça fonctionne un peu comme de l'intelligence artificielle, on va dire. On rentre tout dedans, et puis là, on parle d'usage. Donc, on dit, voilà, aujourd'hui, nous, on veut faire mettre de l'usage individuel, de l'usage collectif, des espaces partagés, des colocations. Et puis, on fait tourner le système, et il nous sort plein de configurations possibles à volonté des niveaux qu'on peut avoir dans la surélévation de notre bâtiment. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet de vraiment travailler sur l'aspect d'usage, de ne pas se limiter à un seul usage, qui peut être un usage de chambre individuelle, par exemple, qu'on peut retrouver en enfilade sur des résidences à peu près classiques. Là, on peut mixer de la chambre individuelle, de la colocation, des espaces partagés. On peut faire tourner tout ça. On regarde au niveau quantité ce que ça donne de matériaux pour voir si on est plus ou moins économe avec la matière. Et puis surtout, ce qui est génial avec ce système, on peut le voir peut-être après sur l'aspect configurateur. Donc voilà, donc là, voilà, on a un exemple avec peut-être un logement individuel où on retrouve tous nos murs. Et ce qui est génial, c'est que on peut quantifier la matière et on peut surtout quantifier les gisements de demain, du futur, pour leur emploi. On les caractérise tout de suite. Donc on peut les caractériser sur le site et après peut-être à terme un jour les cartographier à l'échelle d'une ville ou d'une métropole pour raisonner sur du long terme et sur l'économie de matière et de la circularité à un horizon indéfini pour l'instant. Voilà. Merci. Alors du coup, j'ai deux questions. La première, c'est si on réfléchit prolonger la ressource. Là, aujourd'hui, on voit bien dans ce système de passeport des matériaux qu'on pourra réemployer le matériau, la cloison demain. Est-ce que par rapport au modèle de générateur à partir des usages, on peut déjà avoir une deuxième vie sur la surélévation en question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 3 colocations pour un usage enfin 3 logements en colocation dans une résidence étudiante et on veut en faire des logements familiaux. Est-ce que déjà structurellement on peut réutiliser et adapter avant le réemploi et peut-être la déconstruction ou la démontabilité de cette surélévation? Oui, tout à fait. En fait, dans notre système constructif, il y a des éléments qui sont fixes, quoi. Et c'est la structure, surtout. Ça, on n'y touche pas. Alors, on a une structure assez simple avec des poteaux-poutres, ce qui nous permet d'être assez modulaire à l'intérieur. Et après, il y a beaucoup de cloisons, enfin de murs, on va dire, qui sont démontables. Et donc, par exemple, 2 chambres individuelles qui sont côte à côte. Il y a une cloison au milieu qui est démontable. Demain, on peut imaginer la démonter facilement, sans tout détruire. Et puis, on fait un logement double ou un logement familial, où on peut même imaginer d'enlever toutes les cloisons et de passer à terme à un usage de bureau, par exemple, ou autre chose. Voilà. Et donc la deuxième question, je reviens sur des sujets de gouvernance.
parce que donc vous disiez, ce projet il est porté par un opérateur privé, un promoteur, avec là en l'occurrence sur ce projet pilote. Et peut-être que vous pourrez dire un mot du prototype après. Non, mais on en viendra après. Donc un projet pilote sur des bâtiments de Bordeaux Sciences Agro, donc un domaine public. On a vu tout à l'heure sur l'émergence de cette réflexion sur la réutilisation des argiles, que l'importance aussi des acteurs qui s'alignent permettait aussi d'avancer sur ces sujets. Qu'est-ce qu'il en est quand on a un acteur public, un acteur privé, une R&D qui est portée par des concepteurs? Est-ce que cet alignement d'acteurs, il fonctionne bien, moins bien? Est-ce que c'est un frein? Oui, alors c'est une grande question ça, mais bon, c'est pas forcément spécifique effectivement à notre projet, hein, on le voit partout. En fait, la difficulté, c'est l'alignement économique. Moi, j'apprends rien à personne aujourd'hui. Et voilà, il faut arriver à trouver des acteurs qui arrivent à s'aligner économiquement sur un projet où on réfléchit avec du long terme. Donc c'est là où ça devient difficile. Voilà, on a aujourd'hui tendance à réfléchir malheureusement ces dernières années plutôt sur des investissements à court terme et donc à valoriser des projets de construction sur du court terme. Tout l'enjeu, c'est de raisonner à long terme. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on peut, on caractérise un gisement de réemploi, il faut le valoriser. Donc voilà, économiquement, c'est plus le même modèle. Et c'est ça la difficulté. Je pense que c'est plutôt, il est plutôt, je ne sais pas si c'est dogmatique ou d'habitude, mais c'est ça qu'il faut révolutionner aujourd'hui. C'est ça qui est très dur dans notre métier, quoi. Parce qu'on se projette, nous, en tant que concepteurs, avec des enjeux sur 50 ans minimum, presque. Et puis on a peut-être en face des acteurs qui, eux, se projettent sur des échéances plus courtes. Petite réflexion sur le coût global, effectivement, qu'on a encore à mener. Peut-être, Flore, sur comment la métropole de Bordeaux réagit face au sujet de réemploi et l'ensemble en fait, de ces propositions qui sont faites et qui peuvent faire émerger aussi des stratégies territoriales sur l'économie circulaire et ces questions de ressources. Alors, sur voilà, c'est un projet, c'est pas le seul sur la question de l'évolutivité sur la métropole, effectivement, et donc ça fait aussi un petit moment que ça fait 15-20 ans qu'on travaille là-dessus avec les volumes capables, et donc on commence à avoir une collection de différentes solutions qui sont très intéressantes parce que ça permet effectivement d'avancer, de nourrir notre réflexion à un moment où on lance des études de surélévation. Donc, comme d'autres métropoles, cette question effectivement du foncier aérien arrive aussi chez nous. Peut-être que ça trouvera petit à petit une logique économique. Voilà, donc effectivement, ça vient nourrir et faire avancer, puisque c'était aussi une des questions autour desquelles on a pas mal tourné, et de pouvoir effectivement d'avoir un maximum d'acteurs privés. Ça, c'est important que ce soit des acteurs privés qui portent ces réflexions-là, parce que justement, comme il y a une logique économique, ça leur permet à chacun de tester. En fait, ça nous permet collectivement aussi de tester différentes solutions pour trouver celle qui est la plus adaptée au contexte local, hein, et de voir comment on peut accompagner. Alors là, la prise de risque financière, elle est plus compliquée parce qu'effectivement, il y a d'abord, les coûts ne sont pas les mêmes que ce qu'on a mis. On n'a pas parlé d'argent, mais c'est comme c'est le nerf de la guerre, voilà. Quand on est à moins de 100 000 euros, on arrive à subventionner. Quand on est à plus de 200 000, on n'y arrive pas pour l'instant. Voilà. Et certainement aussi que les acteurs autour de la table questionnent, parce qu'une fois on a nos aménageurs et nos bailleurs sociaux, et puis une autre fois on a un opérateur privé. Voilà. Oui, non, mais c'est pas simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va arriver à valoriser, par exemple, un gisement de réemploi,
dès maintenant, un bien-être social aussi, par exemple. Est-ce qu'on peut le valoriser dès maintenant? Des performances évidemment énergétiques. Bon voilà, il y a tout un tas de choses qui aujourd'hui n'apparaissent pas forcément dans les projets. On raisonne de manière un peu trop comptable, immédiate. Et c'est, enfin, à notre avis, c'est ça l'enjeu de demain, quoi. Oui, moi je reviens sur le coût du logement et le coût de l'expérimentation qui du coup est indexé forcément sur ce logement. Dans le cadre de notre expérimentation, on a fait le choix de ne pas commencer par un outil de production. Par exemple, vous avez ici un magnifique outil, c'est Sevran, qui a été mis en place où vous savez transformer de la terre. Nous, on est parti à l'inverse en s'appuyant sur des techniques qui sont déjà et des acteurs qui utilisent déjà des processus industriels. Donc ce qui change pour nous, c'est la matière, c'est les formulations, mais on va dire que tout l'installation technique et l'infrastructure, on s'adosse sur ce qui existe déjà. Donc on n'a pas ce coût d'investissement et forcément ça se répercute moins sur le logement in fine. Donc ça, c'est un premier point sur comment on peut lier la qualité du logement et une expérimentation qui apporte quand même une qualité d'usage. Le deuxième point, c'est ce gisement-là. C'est comment on arrive, une fois qu'on a réussi à capter un gisement qui peut être fantastique parce qu'il nous amène des techniques constructives qui sont hyper intéressantes sur le territoire qu'on a nous, comment on arrive à stocker, comment on arrive à poursuivre cette démarche et que ça ne s'arrête pas juste à une expérimentation sur un temps qui est relativement long pour un projet, mais qui à l'échelle d'une métropole ou à l'échelle d'un projet de territoire est très très court. Alors, je vais vous passer la parole, mais j'en profite pour poser une question que je voulais vous poser à tous comme ça. Quand vous prenez la parole, vous pouvez aussi répondre. Donc, c'est un programme qui s'appelle Engagé pour la qualité du logement de demain. Là, on a parlé beaucoup de matière, de structuration de filière, de gouvernance. Et donc, moi, je voulais vous entendre aussi sur comment on articule justement cette réflexion sur le matériau, sur la préservation de la ressource, sur la prolongation de cette ressource existante, avec la qualité d'usage et la qualité de l'habitat, dans vos projets bien sûr. Mais du coup, je sais, Jean-Aimeric, tu voulais dire... Je peux commencer, si vous voulez. Alors nous, aujourd'hui, la terre crue, on ne l'a pas mise en œuvre dans nos projets. Nous, on était très basé bois. Je fais ce petit détour-là parce que le bois, il y a des études qui montrent qu'il y a une vraie qualité pour le bien-être, etc., d'avoir du bois dans le logement. Sauf qu'aujourd'hui, quand on fait du bois, il est encapsulé. Donc la qualité pour le logement du bois n'est pas là et c'est un peu dommage, c'est une frustration. La terre crue, en revanche, alors on était allé voir Aquitanis, qui manque peut-être autour de la table, qui a fait... Ils auraient dû être là, mais ne pouvaient voilà, pas qui a être fait une expérimentation à Biganos sur plusieurs projets sur la terre crue, justement. Et quand on allait les voir, la coalition, on leur a demandé pourquoi la terre crue, on s'en doutait, parce qu'il y avait la ressource à côté, mais ils avaient par exemple des prescriptions qui étaient on veut de la terre crue dans les logements, pas dans les espaces communs, non, dans les logements. On dit c'est un peu moche quand même, voilà, c'est du gris. Enfin, dans l'imaginaire, c'est pas comme ça qu'on se représente un mur. Ce serait plus simple dans les parties communes, et puis en plus dans les logements, en termes de gestion, c'est quand même plus compliqué. Et la réponse qu'on nous a fait directement, c'est pour la qualité du logement, parce que hygrométrie, qualité par rapport au confort d'été. Et donc, on a là un matériau qui permet d'avoir une forme de qualité du logement. Franck, peut-être sur le prototype et les tests d'usage. Oui, alors sur la qualité, ça passe beaucoup par l'usage aussi, effectivement. Donc on va pouvoir faire un prototype à une petite échelle sur un petit bâtiment à côté, sur le même site. On va faire un logement étudiant en colocation avec 6 chambres, donc, et qui va être instrumenté pendant 4-5 ans, et où derrière il va y avoir des études notamment sociologiques, voir un peu comment vivent les étudiants dans ce type de logement.
Et puis, pas que, il va y avoir des expérimentations, tout un tas d'expérimentations qui vont être faites, notamment pour le traitement des eaux grises aussi, par exemple, sur des aspects thermiques également. Donc ça, c'est en collaboration avec le laboratoire qui est à Bordeaux, qui rassemble voilà, des équipes à la fois de Sciences Po, école d'ingénieurs, école d'archi. Et donc là, on va vraiment pouvoir un peu avoir un retour d'expérience sur la qualité du logement et la qualité surtout d'usage, quoi. Parce que la qualité du logement, effectivement, il y a la qualité constructive. Ça, aujourd'hui, je pense qu'on sait faire des bâtiments qui sont bien construits, qui sont assez performants. Mais il y a la qualité aussi. Le bâtiment, il peut être qualitatif parce qu'il va pouvoir évoluer dans le temps. Et puis, parce que son impact sur notre environnement, il va être limité dans le temps aussi, ou atténué dans le temps, limité. Donc voilà, la qualité du logement, c'est assez vaste, finalement. Alors, c'est assez vaste, mais comme on aime bien les défis à la métropole, eh ben, on a essayé de relever le défi, de définir pour nous, en tout cas, sur l'espace métropolitain, ce que c'était que la qualité du logement. Donc, on a mené récemment avec l'ensemble des élus des 28 communes un travail sur les nouvelles formes urbaines et d'habitat propres à notre territoire, c'est-à-dire effectivement quelle qualité d'habiter, que ce soit à l'échelle de l'opération comme à l'échelle du logement, donc individuel et collectif. Et dans ces qualités d'habiter, il y a un certain nombre d'éléments qui sont ressortis qui effectivement font appel à la question de la matérialité. Bien sûr, la qualité d'habiter, c'est de pouvoir habiter de façon confortable même quand il fait chaud, donc la terre crue aide. C'est avoir un air sain. Donc, effectivement, la qualité des matériaux est importante. C'est de pouvoir avoir un logement évolutif. Donc, on retrouve aussi. Voilà. Donc, il y a un certain nombre un socle commun de défis à relever pour une qualité d'habiter qui croise totalement ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Oui, je pense que c'est pas la matière, c'est un des aspects. Mais bien sûr, tout ce qui a été dit, ça participe forcément à la qualité des logements et puis à leur diversité. Parce que je parlais au début d'une uniformisation. On construit de la même façon à Marseille, à Bordeaux ou à Lille. On n'a pas les mêmes climats, on n'a pas les mêmes vents dominants. Et pourtant, on retrouve des bâtiments qui sont très, très similaires. Donc, cette matière, elle participe quelque part à ancrer chaque bâtiment dans une culture locale avec des techniques constructives qui sont adaptées aux ressources qu'on a. Mais ce n'est pas suffisant pour pour amener la qualité du logement là où elle devrait être aujourd'hui en 2025. Mais je pense qu'on parlait tout à l'heure de la terre crue. La qualité d'usage, elle est évidente sur le confort, mais c'est vrai que d'un point de vue pédagogique, expliquer à des locataires ou à des propriétaires que on va avoir un mur qui est gris, qui n'est pas un placo blanc comme on a l'habitude de le voir partout. C'est une question aussi d'éducation, de sensibilisation et de pédagogie, et qui doit être fait parce que dans le monde qui vient, avec de moins en moins de ressources, on devra, nous, faire de la conception différemment, mais on devra aussi habiter différemment avec d'autres référentiels. Je peux reprendre la parole ? Tout à fait, puis après on va passer la parole à la salle. Juste par rapport à ça, c'est vraiment hyper important que vous nous aidiez, parce que les collectivités, effectivement, elles peuvent aider à l'accompagnement, à l'acculturation. On voit bien, la première acculturation, c'est les élus, parce que c'est aussi ceux qui facilitent la commande. Mais la boucle ne peut pas être bouclée sans que l'usager et l'habitant soit aussi partie prenante. Voilà. Et un petit moins, tu m'as demandé des petits moins, c'est que l'habitant là-dedans, on ne l'a pas trop. Et je pense qu'il faut qu'on renforce le fait d'avoir à un moment dans les projets que vous présentez des usagers. Alors peut-être les étudiants, c'est plus facile, effectivement, puisqu'ils vont être là, habités, donc ils vont être vraiment dans l'expérimentation. Et il faut voir, parce que vraiment, ça, c'est un frein important. Voilà. Je voulais rebondir sur les deux dernières interventions, mais une minute.
En fait, on reparle encore d'imaginaire. Se baser sur une ressource locale, ça a du sens et c'est là qu'on raccroche aussi les habitants. Quand on commence à discuter avec des promoteurs, des constructeurs en disant mais là, vous avez une ressource qui est à 200 mètres que vous pourriez utiliser sur votre projet, quelque part, on embarque quand même un imaginaire et c'est important. Ça ne suffit pas, mais il faut le faire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, non, mais merci beaucoup pour ces présentations. Donc, vous avez beaucoup parlé de projets, de matériaux. Et moi, j'aimerais vous poser une question sur la coopération. Est-ce que vous avez appris des choses sur la coopération entre vous, entre les acteurs privés, les acteurs publics? Et est-ce que ce type de coopération, ce n'est pas un levier justement pour pérenniser et sortir en fait de l'expérimentation, de dire bah, finalement, je ne sais plus lequel d'entre vous a parlé de coalition robuste, robuste et pérenne. Est-ce que voilà, vous avez des choses à nous dire là-dessus? Alors, merci de votre question. J'avais justement préparé une réponse dans le genre. Alors, je vais parler en tant qu'aménageur public, voilà, de ma fenêtre. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup dans le milieu de l'aménagement de remonter ou descendre la chaîne de valeur. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire, mais ça veut dire travailler avec les gens dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ce projet-là en est vraiment l'exemple. Et c'est pour ça que ça marche pour l'instant assez bien. C'est qu'on a des industriels, on a des bureaux d'études, on a des aménageurs, des collectivités, des maîtres d'œuvre, et j'en oublie certainement dans tout ça. Donc chacun prend un peu sa part. On se base aussi sur les ressources qui existent sur le territoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de trouver tout de suite la bonne solution qui va marcher et qu'on va répliquer. Ça se fait en collaboration et on apprend. Et ça, c'est important, et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait la puissance publique dedans, parce que sur le long terme, sur la capacité de porter, de donner du temps, alors j'en reviens aussi sur la question du temps, c'est des projets qui ne coûtent pas forcément plus cher, mais qui coûtent du temps. Donc il faut avoir du temps, et de cette coopération avec la puissance publique, moi je suis assez convaincu de l'utilité de la puissance publique pour le développement des territoires, y compris sur les sujets économiques et de filière. Ce travail-là, pour moi, il permet derrière que ce soit réplicable, et avec des acteurs qui sont peut-être de plus moyen terme comme les aménageurs publics. Nous, l'expérimentation qu'on fait, on a une autre trémie qu'on va creuser. Bon, si ça marche bien, on va pouvoir y aller de manière un peu plus forte et renforcer le partenariat. Voilà, et passer la main à d'autres pour la suite. Pour moi, c'est vraiment fondamental, parce que je vous rejoins, il faut qu'on arrête l'expérimentation, il faut qu'on passe à la phase d'après. Ça fait quand même longtemps qu'on expérimente. Donc maintenant, il faut rassembler effectivement tout ça, cette connaissance, ce que je disais, cette acculturation de l'écosystème, et puis voilà, que ça bénéficie à tous et à toute la chaîne. Ce qui est important, c'est ça, c'est déjà de bien se connaître, voilà. Souvent, il y a dépasser les a priori, c'est toujours dépasser les a priori pour chacun des acteurs, quels qu'ils soient. Travailler en dépassant aussi les modèles, c'est toi qui l'as dit, les modèles de mesure, la question financière, par exemple dans la charte de partenariat, il n'y a pas de question d'argent, voilà. Donc c'est pas ça qui nous réunit, c'est pas la question, le modèle économique. Donc c'est effectivement d'autres façons de mesurer le rôle de chacun, l'apport de chacun, et aussi effectivement de faire des choses qui, et ça c'est le rôle de la collectivité en plus, d'avoir des choses qui soient en open source, hein, tu vas le dire, mais voilà, le guide méthodologique, eh ben, il sera pour tout le monde. Et s'il est pour tout le monde, et puis c'est aussi ce que fait Bordeaux Métropole, d'essayer de monter en compétence avec de la donnée, des retours d'expérience, des fiches d'expérimentation, etc., localement, parce que c'est bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais c'est mieux quand on sait à qui on s'adresse localement pour le faire, vraiment. Et que tout ça, la collectivité met des moyens humains, financiers, voilà, de temps, hein, pour ça.
pour qu'effectivement, demain, personne puisse nous dire mais non, on n'arrivera pas à la neutralité carbone. Ben si, on va y arriver parce que tout le monde sera monté en compétences. C'est ça qui est important en fait pour moi, c'est que tout le monde monte en compétences et en connaissances et qu'il n'y ait pas une personne dans la chaîne qui soit capte, soit coupe en fait la chaîne. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Alors peut-être pour un éclairage un peu national, en tout cas de ce qu'on peut voir à partir d'un programme d'expérimentation sur justement ce jeu d'acteurs, cette acculturation, c'est que donc c'était un appel à manifestation d'intérêt dans lequel systématiquement il devait y avoir la collectivité, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre et un organe de recherche, soit côté universitaire, enfin laboratoire universitaire, soit de la recherche et développement au sein de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre. Et en fait, le fait déjà d'avoir ce groupement-là, nous, ce qu'on a pu voir, c'était qu'à l'échelle du projet, le fait d'être embarqué dans un programme qui était aussi un programme dans lequel on était lauréat un peu d'excellence sur la qualité du logement, ça a donné une robustesse aux échanges entre les acteurs qui parfois, et on ne va pas se le cacher, dans des situations très compliquées, une conjoncture économique difficile, peut se tendre sur des arbitrages entre des maîtrises d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre, et qui, en tout cas nous, ce qu'on a pu constater, a permis de maintenir des fondamentaux et aussi une acculturation et un dialogue entre ces différents acteurs qui parfois pouvaient être un peu plus difficiles dans d'autres circonstances. Donc pour nous, c'est déjà quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que le temps de l'expérimentation, il permet aussi ce dialogue un peu peut-être plus fructueux, ou en tout cas une robustesse autour de quelques fondamentaux qui fait que ça tient un peu plus la route. Et on l'a vu sur certains territoires dans lesquels il y avait plus de projets, donc sur le territoire de Bordeaux Métropole, en Île-de-France et sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il y a eu aussi un travail de la part des collectivités de faire vivre cet écosystème d'acteurs. D'ailleurs, il y a des revues de projets qui sont organisées et qui permettent aussi, même si évidemment la plupart des architectes se connaissent déjà, les bailleurs sociaux et les promoteurs se connaissent déjà, d'avoir quand même un dialogue qui dure un peu sur ces questions-là. La recherche de solutions communes aussi, il faut pas, et d'ailleurs on le voit aussi sur les questions de filière. Et donc, même si évidemment il ne faut pas que parler d'expérimentation, le droit à l'expérimentation, en tout cas il nous semble, de ce qu'on a vu là ces 3 dernières années en suivant les projets, permet quand même ce temps de dialogue qui renforce aussi cette recherche en tout cas de qualité qui était nous l'objet de ce programme, quoi. Ça c'est sûr que, enfin bon, à Bordeaux Métropole il y a une volonté d'expérimenter. Alors évidemment, comme tout le monde, il faut toujours arbitrer entre faire vite tout de suite ou prendre le temps d'expérimenter. Donc ça fait partie des arbitrages quotidiens. Mais je pense qu'effectivement, le fait de l'expérimentation crée un autre espace-temps dans lequel effectivement les rapports sont différents et qui crée justement voilà, cette habitude de travailler ensemble, cette interconnaissance qui fait que quand on est sur des situations difficiles, je ne dis pas que ça résout tout, mais on a d'autres façons en tout cas de communiquer sûrement et de s'écouter sûrement aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question dans l'auditoire? Non? Ok. Peut-être vous dire 2 derniers mots. Effectivement, moi, ce que je pense qu'on peut souligner aussi, c'est que ces projets, ils sont aussi extrêmement portés par des maîtrises d'ouvrage très volontaires et des concepteurs qui essayent aussi de faire bouger un peu les lignes en termes de conception. Et ça peut aussi un petit peu parfois perturber les collectivités locales et les aménageurs, mais dans le bon sens. Parce que ça permet aussi de se poser des questions peut-être un peu plus à une vitesse
Il y a un côté très bottom-up aussi qui permet après de réfléchir à comment on passe à l'échelle en termes de filière. Et ça, je pense qu'on va suivre évidemment, nous, bien sûr, mais j'espère vous aussi, avec attention, la suite de ces projets. Pour ceux qui sont intéressés sur les questions de qualité du logement et de réemploi, on a de la ressource évidemment sur le site Engagé pour la qualité du logement de demain, sur comment on peut maximiser le réemploi dans des opérations. On a évidemment aussi travaillé beaucoup aux freins et aux solutions sur les questions de production du logement et donc bien sûr sur la question des filières bio et géosourcées et d'économie circulaire. Et on a un très bel exemple de projet, alors qui n'est pas sur le territoire bordelais, vous m'en voudrez pas, mais qui est en Île-de-France, à Reny-sous-Bois, et qui est un bel exemple aussi de comment on peut prolonger une ressource existante. Donc c'est l'ancien siège de Bison Futé. Donc, Bison Futé, ceux qui disent l'état de la circulation sur les routes. Donc localisé à Reny-sous-Bois et qui a été transféré à un bailleur social pour en faire une transformation d'usage avec une surélévation en préfabrication hors site bois pour créer une résidence sociale de 169 logements avec donc une réflexion sur la réhabilitation, le réemploi, le hors-site, et aussi parce qu'on est sur des cellules de logement relativement petites, vu que c'est une résidence sociale. Un gros travail en termes de qualité d'usage à l'intérieur du logement, d'ergonomie et de mobilier. Donc voilà, vous avez ce livre. Alors j'en ai qu'un seul, mais il est disponible en ligne gratuitement. Mais voilà. Donc vous avez plein de choses à lire si vous êtes intéressé sur la qualité du logement et l'économie circulaire. Je voulais remercier vous quatre pour avoir présenté vos projets. Ça y est, c'est rouge, c'est fini. Merci. Oh